Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Ils en font un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Frédéric Tellier, le réalisateur du film Goliath, inspiré de l'affaire Monsanto. Il décrit le combat d'un avocat spécialiste en droit de l'environnement contre le glyphosate et un géant de l'agro-industrie. 2 ans de travail pour écrire le script et beaucoup plus pour préparer le projet, vous verrez. Votre rendez-vous mensuel avec la Convention des entreprises pour le climat. La dernière session de travail portait sur le maintien du vivant grâce au génie humain. Vaste débat, que faut-il attendre des innovations? On en profitera aussi pour évoquer les questions de greenwashing avec Olivier Bayou, qui est directeur du planning stratégique de Saatchi & Saatchi France. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups à impact positif, vous découvrirez Nous. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Frédéric Tellier, heureux de vous accueillir, bienvenue. Vous êtes donc le réalisateur du film Goliath avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Emmanuel Berco, Laurent Stocker, Yannick Régnier. On ne peut pas citer tous les comédiens. Jacques Perrin. Bien sûr, voilà, j'étais sûr que j'allais en oublier un, c'est le problème des listes. Thriller environnemental et engagé. Le film commence par un drame, le suicide d'une agricultrice. On regarde un extrait de la bande-annonce. La tétrazine. Une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène. Ça fait 3-4 ans que leurs lobbyistes font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne dit rien. Et nous, on crève, putain! Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits. Il faut que vous vous battiez. Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous mentent. C'est en train de prendre de l'ampleur, là, j'aime pas ça. Bonjour monsieur, je peux vous appeler Patrick? Alors, appelez-moi maître. On a pris connaissance de vos difficultés financières. On peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier Torrent, je vais le défendre jusqu'au bout. J'admire votre détermination. Faites très attention. Les gens sont perdus, Paul. Notre métier, c'est de les rassurer. J'ai peur. Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain. Alors je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes ? Voilà pour cet extrait de la bande-annonce, Frédéric Tellier. Pourquoi vous avez fait ce film? C'était quoi le point de départ, simplement? Le point de départ, ça a été un choc personnel de citoyen. J'ai découvert ce sujet il y a une dizaine d'années, un petit peu moins de 10 ans, par des articles de presse, un livre. Voilà, ça m'a étonné, je m'y attendais pas, j'étais pas du tout prêt à ça. Et de fil en aiguille, je me suis documenté vraiment comme un citoyen normal, quoi, comme n'importe qui. Ouais. Et puis l'idée, comme c'est mon métier de faire du cinéma, l'idée d'en faire un film est venue petit à petit, un peu soufflée à l'oreille par mon producteur, de pourquoi pas aligner les choses pour essayer de raconter une histoire, quoi. Oui, je disais en titre 2 ans de travail pour écrire le script, mais en fait c'est un travail presque d'enquête journalistique, un travail de documentation beaucoup plus long. Ça vous a pris combien de temps? Oui, complètement. C'est un peu le temps inestimable. Ça m'a pris 5-6 ans avant d'écrire le scénario, qui m'a pris 2-3 ans à l'écriture. 5-6 ans d'enquête. Honnêtement, j'ai pas fait que ça, mais ça prend aussi du temps. D'abord, je suis pas journaliste, j'ai pas une méthode très. Mais ça suppose de rencontrer des protagonistes, quoi. C'est ça suppose de lire beaucoup de choses, de comprendre le sujet, de rencontrer beaucoup de journalistes, de scientifiques et de protagonistes dans tous les sens du terme, de victimes, d'agriculteurs, de lobbyistes, d'hommes politiques. Donc c'est ça qui prend du temps, en effet. Ouais. Phytosanis, c'est Monsanto. Phytosanis, c'est 2 choses sont inventées dans le film. Le nom de la molécule, la tétrazine, et Phytosanis, qui pourrait être Monsanto, mais qui pourrait aussi être Dupont, qui pourrait être aussi Dow Chemicals. Ça pourrait être plein. C'est une société. L'idée, c'était plus de parler du système
que d'un fait en particulier, une histoire en particulier. Sinon, j'aurais raconté l'histoire de Paul François ou de Dwayne Johnson aux États-Unis. Ouais. Là, je voulais plus parler de l'hallucination de l'homme qui se détruit, en particulier par les pesticides. Oui, alors ça, c'est un thème qui revient d'une certaine façon dans plusieurs de vos films, cette capacité de l'humanité à s'autodétruire. Bah ouais, c'est mon grand désarroi, ma grande peine, mon grand effroi. Je sais pas comment en parler à mes enfants de ça, je leur cache pour le moment. Ils sont petits. Mais c'est vrai que là, oui, ils sont petits. Ouais. C'est vrai que l'homme est capable de choses merveilleuses et à la fois de choses très inquiétantes, notamment cette capacité en permanence à se détruire, surtout pour le profit, en l'occurrence là pour le profit, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a frappé? Je lisais en préparant l'émission que vous évoquez l'opacité de ce milieu, quand vous avez justement essayé de rencontrer les uns et les autres, cette impression comme ça d'avoir quoi, un voile opaque devant les yeux? Ah oui, et puis un voile assez épais. Ouais. D'abord un voile opaque parce que, comme je raconte souvent, le milieu de l'agrochimie, il est très opaque naturellement. Moi, je ne sais pas qui est le président de Monsanto ou de BASF. Je ne les connais pas, on ne les voit pas. Je ne connais pas l'organigramme. Je ne connais pas très bien le chiffre d'affaires. Bon, moi, je le connais parce que je l'ai cherché. On peut les trouver, mais c'est vrai que voilà, on n'est pas avec une société plus établie. Et ensuite, quand moi, j'ai essayé de rentrer en contact avec le co-scénariste pour avoir des données, là c'était carrément un mur, quoi. On ne nous répondait pas, ça prenait des semaines, des coups de fil, rappelez-nous, on vous rappelle. Donc oui, un sentiment d'absence de transparence, donc d'opacité. Est-ce que vous avez subi des pressions? Non. Pas directement, heureusement d'ailleurs. Malgré tout ce qui est dans le film est vrai. Toutes les pressions qui sont dans le film, on me les a racontées, et d'autres bien pires que je n'ai pas mises tellement on n'y aurait pas cru. Ouais. Nous, on n'en a pas eu. Je pense d'abord, on est des artistes, donc on reste un peu des troubadours. Après, on a travaillé quand même assez discrètement. Et puis d'une certaine manière, on a quand même eu des bâtons dans les roues sur des autorisations de tournage qui ont sauté, etc. Bon, voilà, après, mais non. Je vous pose la question des pressions parce que votre film, il a été projeté, je crois, aux députés du Parlement européen, et l'un d'entre eux, qu'est-ce qu'il vous a raconté après la projection? Mais comment vous êtes au courant de tout ça? J'ai un peu préparé l'interview. Oui, mais c'est très récent. On a effectivement projeté à l'appel de Grenoble, puis on est parti le lendemain à l'invitation du Parlement européen pour projeter devant des eurodéputés, des parlementaires, et un eurodéputé nous a fait une confidence terrible, c'est que lui-même avait eu des pressions, et notamment on lui a tiré dessus 2 fois au fusil sans qu'il sache qu'il lui a tiré dessus, on lui a brûlé une partie de sa récolte, on lui a brûlé son tracteur. Et si j'avais su ça, je l'aurais mis dans le film, mais ça fait partie des choses où on m'aurait dit c'est un peu du cinéma. En fait, lui, c'est son quotidien, quoi. Ce qui est passionnant dans Goliath, c'est le déséquilibre juridique, notamment, qui donne d'ailleurs son titre au film, évidemment. Est-ce que vous diriez que ce déséquilibre, si on élargit un peu, c'est un peu l'histoire des scandales sanitaires? Parce que moi, j'ai pensé à ça aussi. Oui, c'est la disproportion d'abord des moyens, la disproportion, même si on voulait réfléchir peut-être philosophiquement à la personne morale, qui est devenue plus forte que la personne physique, qui pourtant est ce qu'on a de plus cher. On n'a pas plus chérir que nos petites personnes, que la personne physique. Et puis effectivement, c'est la disproportion des énormes boîtes et des énormes systèmes. Ça doit nous pousser forcément à réfléchir, bien sûr. Mais, autre réflexion, ces affaires, elles sortent. Oui. Vous l'avez dit, il y a le travail d'une journaliste, je crois que c'est Isabelle Saporta au départ. Il y a eu des enquêtes sur ce scandale-là ou sur d'autres. Donc ça veut dire que la démocratie, elle fonctionne quand même, peut-être tant bien que mal, mais elle fonctionne quand même. Oui, en tous les cas, la mise à jour de l'info, elle fonctionne. Est-ce qu'après le relais est fait? Moi, je reste un cinéaste, j'essaie de porter un miroir sur ce que j'ai vu pour que les gens le partagent du point de vue émotionnel avec moi. Mais j'ai quand même l'impression, vous parliez des grands scandales sanitaires, le sang contaminé, l'amiante, l'impression qu'on réagit toujours trop tard, malheureusement. C'est ça le fond du problème, c'est à quel point l'homme, dans son acceptation de la casse humaine, est capable de faire ça, quoi. Il y a des procès, mais ils arrivent trop tard. Vous auriez pu... Si on parlait procès Paul François, pour le coup, qui avait gagné il y a 15 ans contre Monsanto, ça a duré 15 ans de procédure. Il finit par gagner, être reconnu. Avec 15 ans d'épuisement, il a tout perdu. Donc c'est inacceptable, en fait. Vous auriez pu faire un documentaire. Alors, pourquoi vous avez choisi la fiction? J'aurais pu faire un documentaire. Bon, c'est pas mon métier. Moi, je travaille plutôt sur la fiction. Par ailleurs, la fiction permet... Le cinéma est un média très puissant sur l'émotion, puisqu'on retravaille. Je suis
pas dépendant du témoignage d'une personne. Je suis plutôt en phase avec les acteurs pour trouver l'émotion et faire comprendre aux gens que ça pourrait être eux. Donc c'est un média beaucoup plus puissant d'une certaine manière que le documentaire, puisque j'attends pas que ça se passe. C'est moi qui recrée tout ce que j'ai vu, je l'agglomère et je le recrée. Donc vous diriez que c'est un vecteur peut-être plus puissant pour éveiller les consciences, parce qu'il y a aussi ça, c'est un film engagé, on peut le dire. Ouais, complètement. C'est même un film militant. J'espère pas partisan, puisqu'il y a 3 points de vue dedans. Donc, mais c'est un film militant, au moins sur la réflexion qu'on doit avoir sur notre civilisation. Et c'est vrai, définitivement, que le cinéma est un média très puissant sur l'émotion, sur la possibilité qu'il donne aux gens de se mettre à la place d'un des personnages pour comprendre un système de l'intérieur. Allez dans les salles, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, merci d'être venu nous présenter Goliath, Frédéric Tallier. Allez voir Goliath, il est encore en salle. Combien de copies encore en ce moment ? Énormément, 600 copies en France. 600 copies en France, donc il est partout. Allez voir Goliath. On passe au débat de Smart Impact consacré à la Convention des entreprises pour le climat. La Convention des entreprises pour le climat en débrief, la 4e session qui était consacrée au génie humain avec mes invités. Olivier Bayou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du planning stratégique responsable RSE chez Saatchi & Saatchi France. À vos côtés, Yannick Servant, bonjour. Cofondateur, porte-parole de la Convention des entreprises pour le climat. Justement, un petit bilan pour commencer, Yannick, de cette 4e session, le génie humain, vaste ambition. Le bilan, c'est que l'énergie qui est née dès la première session, elle continue, elle est là. Il y a un embarquement assez fou d'un collectif qui s'est constitué. Et plus ça avance, plus il y a d'idées pour réinventer les modèles d'affaires. Et plus il y a d'envie de communiquer, de partager, de plus être seul. Parce qu'on se rend compte que ça doit être un mouvement collectif, pour que ce ne soit pas juste une somme de petites réinventions. Et c'est ce qui est intéressant dans cette Convention des entreprises pour le climat. Olivier Bayou, quand j'ai vu le thème, le génie humain, très bien, les innovations, c'est super, mais ma première réflexion, ça a été de me dire, ça doit peut-être pas quand même nous faire oublier, et c'est sans doute le risque de ceux qui veulent se raccrocher uniquement justement aux innovations génie humain, l'impératif de sobriété. Est-ce que ça faisait partie des thématiques qui ont été abordées lors de cette session ? Alors oui, évidemment, mais j'ai l'impression que la session a été surtout une session de travail, où on a beaucoup travaillé sur la feuille de route de redirection écologique de chacune des boîtes, et puis où on a vu aussi des feuilles de route commencer à se dessiner, à être présentées, à être challengées. Et on a vu aussi se mettre en branle le collectif qui permet d'enrichir ces feuilles de route. Mais effectivement, le terme génie humain, moi, m'a un petit peu interpellé parce que je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'on va parler ? Et puis alors, en plus, il était question de communication et de marketing. Donc, on associe rarement ça au génie humain, mais pourtant, il en faut surtout, vu l'enjeu qu'on a en termes de redirection. Oui, on va en discuter évidemment de ces enjeux de communication et de marketing. Vous avez évoqué la question des modèles d'affaires. Finalement, là, vous commencez à avoir quand même plusieurs mois de recul. Vous voyez, et c'est ce que vous venez d'évoquer, de plus en plus d'entreprises qui vraiment revoient profondément leur modèle d'affaires à l'aune de ce qu'ils ont découvert, il et elle, chefs d'entreprise, découvert lors de ces conventions ? Oui, parce qu'il y a une compréhension qui avance de plus en plus des enjeux et du rôle de l'entreprise. Alors, la 4e session, normalement, a été en janvier. On s'est mis un battement de 3 mois, Covid oblige, mais nous, CEC, ça nous a aussi donné le temps de repréciser notre raison d'être. Et la raison d'être de la CEC, c'est de rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative d'ici 2030. Et c'est vraiment un cheminement de se rendre compte... j'ai un modèle d'affaires qui consiste à extraire des ressources, les transformer et puis jeter. Et de se dire, en fait, c'est pas juste de faire ça moins mal. C'est faire ça complètement différemment. Le régénératif, c'est je réussis à régénérer les écosystèmes. Et ça veut dire voir les choses complètement différemment, être capable de dire, cette partie de mon activité, elle n'a plus de sens, elle n'est pas capable... Elle est seulement capable de faire moins mal, et ça, in fine, c'est pas possible. Donc cette compréhension-là, elle nourrit, et Olivier, tu peux m'en dire ce que tu penses, un cheminement
intellectuelle sur ce que ça veut dire de se rendre compatible avec le futur. Allez-y, Olivier Bayou. Je pense surtout que la désirabilité, c'est notre boulot à nous communicants. C'est-à-dire réussir à rendre désirable ce monde d'après, ce monde différent, ce monde de sobriété. Alors, très paradoxalement, c'est notre responsabilité fondamentale. C'est-à-dire que notre responsabilité est énorme dans la création on va dire, du modèle social ou du modèle culturel d'hyperconsommation dans lequel on est. Et la communication aura vraiment réussi à faire sa transformation le jour où elle aura réussi à accompagner la plupart de ses grands clients dans des modèles beaucoup plus sobres et dans la promotion de ces modèles beaucoup plus sobres. Je voudrais qu'on parle de greenwashing. Alors on peut dire greenwashing, social washing, purpose washing, enfin bref, on comprend bien où on est. Est-ce que vous le voyez encore à l'œuvre et est-ce que c'est forcément du greenwashing, comment je peux dire ça, intentionnel, volontaire? Alors moi je ne pense pas que ça soit très intentionnel, que ça soit même je pense que ça n'est pas intentionnel. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est un problème de naïveté ou d'enthousiasme mal géré ou voire de méconnaissance des sujets. Si on veut éviter le greenwashing, il faut d'abord bien connaître les sujets dont on parle. Voilà. Et si on les connaît mal, ou si on essaye de... je vous donne un exemple. Un client arrive, il nous dit « j'ai un nouveau packaging, ce packaging est génial, il est recyclable ou recyclé, voilà. Faites-moi une pub pour ça ». La première chose à faire, c'est de se dire « est-ce que cette nouvelle preuve qu'apporte le client, il est le dernier à la porter sur son marché ou s'il est le tout premier à la porter sur son marché ?» Ça, c'est une première question qu'il faut se poser. Il y a une deuxième question à se poser, c'est est-ce que l'impact de cette activité, donc de ce qu'il y a aussi dans le packaging, donc le produit, pas juste le packaging, est-ce que le packaging est une part complètement marginale de l'impact de l'entreprise ou est-ce que c'est fondamental dans l'impact de l'entreprise? Et à partir de là, on est capable de se dire est-ce qu'il y a une proportionnalité ou pas sur le fond du sujet et sur le fond de la communication? Et c'est là où on se dit qu'il y a quand même des vraies bonnes questions à se poser en amont pour éviter le greenwashing. Si on ne se pose pas les questions, on tombe dans le panneau une fois sur deux. Et d'ailleurs, cette question de la méconnaissance ou du manque d'information, elle est centrale. Vous allez publier là, dans quelques jours la Convention des entreprises pour le climat, une tribune après avoir rencontré plusieurs des candidates et candidats à cette élection présidentielle. C'est quoi l'objectif? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça? Parce que on s'est rendu compte que pour avancer à la bonne vitesse, il faut que et le privé et le public avancent ensemble, se comprennent déjà dans leur mode de fonctionnement, mais aussi soient d'accord sur l'enjeu, les enjeux, la gravité, l'urgence, la profondeur, et donc que tout ça mette tout le monde au même niveau sur quelle est l'intensité de la réinvention dans laquelle il faut s'engager. Et en fait, ça, on ne peut pas y arriver si on n'est pas d'accord ou si on n'est pas sur le même niveau de compréhension. Donc, il faut avoir un socle commun de compétences, de connaissances. Et ce qui est hyper important, c'est pour tout le monde, nous en premier, tout le monde compris, une forme d'humilité sur à aucun moment on peut dire j'ai tout compris. Il y a des participants, je discutais avec une l'autre jour, elle me disait moi ma famille militante depuis hyper longtemps, faucheur volontaire d'OGM, tout ce qu'on veut, donc j'ai un historique personnel qui me faisait me dire j'ai compris, en plus je travaille dans les énergies renouvelables. Après la première session, elle a dit j'ai eu besoin d'une journée pour débriefer parce que je me sentais vraiment mal et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas. Et du coup, dans le monde politique comme économique, il y a des niveaux de compréhension différents, mais il faut que tout le monde soit plus haut et plus élevé. Et du coup, qu'est-ce qu'elle dit, cette tribune? Elle part d'une proposition que la CEC porte et qu'on avait défendue devant la Commission de développement durable de l'Assemblée nationale en janvier, qui est de se dire... Ce que nous souhaiterions, ce que nous pensons pour que le sujet avance vraiment, c'est que tout le monde suive un cursus minimum, 20 heures de formation sur les enjeux, qui ne parle pas que de climat, parce qu'en France, c'est très souvent réduit à climat-énergie, mais aussi des pollutions. Il y a 2 fois plus, la masse totale du plastique dans le monde, c'est 2 fois la masse des mammifères sauvages. Des déplétions de ressources et biodiversité, je sais pas. Biodiversité, exact. Parce que non, mais c'est intéressant parce que la biodiversité est arrivée assez tardivement dans les débats. Or, elle est majeure. On l'a évoqué jusqu'avant que l'interview démarre, mais je voudrais quand même que vous me racontiez ça. Je pose un peu la même question à tous les participants de la convention. Cette claque
climatique, et ça rejoint la question de la formation que vous avez prise lors de la toute première session. Vous l'avez ressenti aussi, Olivier Bayou ? Alors moi je l'ai ressenti, et je l'ai ressenti parce que en fait je crois que un des paris de la CEC, qui est un pari qui est réussi, parce que quand j'en parle avec tous les autres participants, ils me disent que c'est la chose qui les a le plus transformés. C'est le fait d'avoir réussi à associer, et c'est un pari assez audacieux quand on s'adresse à des dirigeants d'entreprise, c'est d'avoir associé la dimension rationnelle et la dimension émotionnelle. Et surtout, ne pas avoir éludé la dimension émotionnelle. Et cette dimension émotionnelle, elle est essentielle dans la transformation personnelle, qui est le préalable à tout engagement durable en la matière. Le sujet du climat, c'est évidemment... Enfin, je ne l'ai pas découvert en allant à la CEC. Moi, j'ai fait une campagne pour la COP21 il y a 7 ans, pour le WWF. J'ai travaillé sur le sujet. Oui, vous étiez plutôt plus documenté que la moyenne des participants, peut-être. Alors, peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on se rend compte que le vrai sujet transformatif, c'est dès lors qu'on touche à quelque chose de vraiment émotionnel, personnel, qui va faire que les 150 participants de la CEC, maintenant, c'est 150 militants. Voilà, ils sont engagés. Et moi, pour traduire ça, je me dis qu'il n'y a pas un jour où je me suis levé depuis le début de la CEC sans me dire qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour avancer dans le sens de la redirection écologique, au niveau de ton entreprise, au niveau de ta famille, au niveau de ta vie de citoyen. Enfin, voilà, c'est comme ça que je l'ai pris, et je pense que je ne l'aurais pas pris s'il n'y avait pas eu aussi cette dimension émotionnelle qui a été une vraie claque. Ils ont réagi comment, Yannick Servan, les candidats que vous avez sondés, rencontrés ? Évidemment, il n'y en a aucun qui ne nie l'urgence. Oui, c'est déjà un bon point de départ. Après, quand on passe à la phase de « du coup, qu'est-ce qu'on fait ?» les réponses varient. Ça va de c'est hyper important, mais on n'acceptera pas la contrainte, à c'est hyper important et on va réunir tout le monde autour de la table pour travailler sur le sujet. Le on, c'est la société, en fait. La société, c'est la représentation patronale, syndicale, etc. Tout ce et du coup, en fait, notamment de réunir tout le monde, c'est nécessaire, mais si on ne revient pas au point fondamental qui est d'avoir tous ressenti, pour rebondir sur ce que tu dis, si on n'a pas ressenti dans ces tripes l'urgence, on ne va pas fondamentalement aller beaucoup plus vite. Donc c'est aussi pour ça qu'on a publié cette tribune, de se dire qu'il faut que le niveau de jeu soit élevé, et la raison d'être de ce qu'on fait, de ce collectif de 150, c'est de désinhiber un peu le reste du monde économique, du monde politique, en disant on n'est pas en train d'attendre de se réunir plus autour de la table, on est en train d'agir, peut-être de se mettre en danger, parce qu'on essaie d'être plus écologique que les autres plus vite, mais on accepte cette mise en danger parce qu'on ne voit pas trop le choix, et on espère que ça va permettre d'avoir des discussions politiques, économiques qui sont... où le niveau de jeu est plus élevé. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter les enjeux et les dernières mobilisations, on va dire, de la Convention des entreprises pour le climat. On se revoit évidemment pour débriefer la prochaine session. C'est le principe. Smart Impact est partenaire évidemment de cette convention. C'est Smart Ideas tout de suite, une start-up à l'honneur. Bonjour Paul Tirolois, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Nouscré avec Éric Mangin. C'est une plateforme RSE. Ça veut dire quoi, une plateforme RSE, et puis à qui elle est destinée ? Alors effectivement, on est la première plateforme RSE qui est destinée à mobiliser les entreprises sur des sujets de bien commun. Donc on propose ça aux entreprises avec deux avantages. Le premier qui est de développer la RSE. Donc on a un portefeuille de projets qui sont rigoureusement sélectionnés, des projets associatifs. Et on a une méthodologie qui est unique qui permet de pouvoir mesurer les externalités positives liées à ces actions. Et donc derrière, de pouvoir non seulement suivre, mais aussi mesurer et intégrer ça dans les différents reporting RSE, les communications d'entreprise. Et ensuite, on a la marque employeur. On a, je crois qu'il y a une étude de Microsoft qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc il y a 41% des cadres à échelle mondiale qui envisagent de démissionner cette année.
En fait, on a plein de jeunes qui sont en quête de sens dans leur vie pro, dans leur vie perso, et nous, on apporte une petite touche de solidarité à leur quotidien. Ouais. Et donc, comment ça fonctionne? Nos, c'est assez simple. C'est une plateforme SaaS qu'on met à disposition des salariés. Ils se connectent et dessus, ils peuvent voter pour des projets associatifs, faire des dons, faire du mécénat de compétences, participer à des petits défis solidaires. Et la plateforme est super... Elle est ludique, elle est facile à utiliser. Et on arrive à mobiliser quasiment 50% des équipes des entreprises grâce à ça. Comment vous choisissez les causes, les associations, et puis peut-être aussi comment vous les... J'allais dire valider, le terme est peut-être pas le meilleur, mais voilà, c'est hyper important parce que vous êtes un tiers de confiance pour les entreprises. Ouais, exactement. C'est exactement ça. On est un tiers de confiance. Donc il y a deux choses. Donc on a cette méthodologie qu'on a mise en place, et ensuite on a en interne une équipe qui est dédiée à ça. Donc on n'a jamais vocation à travailler avec 3000 associations, avec un nombre limité d'associations qui passent dans un processus de sélection. Donc on va chercher des projets qui sont de taille moyenne, avec une approche un petit peu entrepreneuriale ou en tout cas un petit peu inspirante. Donc vous êtes souvent, pardon de vous interrompre, dans l'univers de l'économie sociale et solidaire. On travaille avec des associations et des ESS, effectivement. C'est ça, d'accord. Et donc voilà, sur des projets... on essaie d'éviter un petit peu les projets entre guillemets old school, et on essaie de travailler avec des projets un peu innovants avec l'approche. On a une bible chez NOS qui est Lean Impact, qui est la version associative de Lean Startup, avec les méthodologies du monde des startups appliquées au monde associatif. Et après on les fait passer dans un audit sur lequel on va vérifier l'utilisation des fonds, la transparence, la capacité à remonter de l'information, etc. Et on a donc cette équipe en interne qui fait ça, et derrière un comité d'impact qui supervise tout ça, et dans lequel on a plusieurs personnes qui ont des super belles carrières dans le monde de l'impact et de l'associatif, notamment Sofiane Amar, qui est fondateur d'une association qui s'appelle Chams, Sabine Roux-Bézieux, qui est la fondatrice la présidente de la Fondation de la Mer, pardon. Oui, qu'on a reçu ici. C'est vrai. Ouais. Et Vincent Colgrave, qui est l'un des cofondateurs de Solar Impulse, et Maureen Sigliano, qui s'occupait de la cause des réfugiés chez Western Union et qui est au board de Open Classroom, enfin le board d'impact d'Open Classroom. Alors, c'est intéressant parce que là, j'allais vous parler de la levée d'amorçage que vous venez de réaliser, 800 000 euros. Auprès de qui? Parce que ça se rejoint, quoi. C'est ceux qui vous accompagnent dans cette levée d'amorçage, c'est une forme d'engagement aussi. Oui, exactement. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a alors j'imagine comme beaucoup de startups qui lèvent avec des business angels. Nous, c'est des business angels, cette levée de fonds. On a un mix d'investisseurs professionnels qui ont mis à titre personnel et d'anciens entrepreneurs qui ont monté des entreprises qui ont bien marché et qui du coup transmettent à d'autres. Et ce qui est amusant, c'est que sur ces entrepreneurs-là, en fait, c'est des gens qui sont assez rapidement devenus clients, qui se projetaient pas mal dans ce qu'on leur vendait, en tout cas ce qu'on leur présentait. Et donc on a plein de super entrepreneurs, notamment de sociétés de conseil, on en a plusieurs. On a plusieurs fondateurs d'ESN à notre capital. On a et après dans les investisseurs institutionnels, on a par exemple Eric Bousteler qui est l'un des partenaires de C4 Venture, Bernard Liotto qui est président de Ballerton. Voilà. Donc on a plusieurs typologies d'investisseurs. Allez, 40 secondes pour terminer. C'est quoi le modèle économique ? Alors, on a fait le choix de la transparence. Donc, nous, on facture un abonnement aux entreprises pour accéder à la plateforme, abonnement qui est lié au nombre d'utilisateurs. Et ça nous permet de faire une chose très simple, c'est de ne pas prendre de commission sur les dons. Donc, comme ça, on optimise l'impact parce que tout part directement aux ESS et aux assos avec lesquels on travaille. Et du coup, on peut servir aussi de point central pour tous les sujets financiers et fiscaux liés aux actions solidaires de l'entreprise. Ben voilà, c'est très clair. Merci beaucoup d'être venu nous présenter NOS. Bon vent à votre plateforme RSE. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.